Alors, il est midi. Si vous permettez, nous allons débuter. On aime ça être à l'heure. Vous savez, nous sommes des sondeurs, on n'a pas de marge d'erreur. Et donc, je vous remercie d'assister à cette conférence. On veut partager avec vous nos dernières découvertes. J'aimerais naturellement remercier Jacques Nantel, avec qui on a eu tellement de plaisir à écrire la première édition et la deuxième édition d'ici. Bienvenue, Jacques. Merci, toujours content d'être ici avec toi, Jean-Marc. Exact. Donc, en 45 minutes, on va essayer de vous résumer un peu l'esprit de nos dernières découvertes. Au final, il y aura 3 idées fortes que vous allez retenir pour vous aider dans vos stratégies auprès des milléniaux et des Z, ceux qu'on appelle les illéniaux, l'intégration de ces 2 générations-là. Vous savez, ces enfants rois qui sont devenus des citoyens rois, qui sont aujourd'hui des consommateurs rois. Cette génération à qui rien ne résiste. Il faut mieux les comprendre. Comprendre les jeunes, c'est comprendre l'avenir. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de vous présenter l'avenir. Comment on le voit, nous, comme sondeurs légers, on réalise plus de 2000 enquêtes par année. Jacques, ça fait plus de 50 ans. Excuse-moi, Jacques, ça fait un certain nombre d'années qu'il enseigne au HEC. C'est le gourou québécois du marketing. Ensemble, on essaye de vous donner le portrait le plus juste. Le terme zilléniaux est important parce que cette nouvelle génération-là change tout. Et c'est ça qu'on va vous présenter. Il y a, vous avez vu sur la programme, vous avez la possibilité de répondre à des questions, à poser des questions. On va répondre aux questions à la fin de cet exercice-là. Et aussi, on va vous envoyer l'ensemble de la présentation PowerPoint. Donc, pas besoin de prendre des notes, là, vous allez la recevoir. Juste essayer d'être réceptif aux nouvelles idées qu'on va partager avec vous. J'aimerais commencer, si vous voulez, avec une première question. Vous savez, je suis un sondeur, je pose toujours des questions. Je vous présente la première question, une question simple. Prenez ceux qui veulent répondre, vous pouvez cliquer sur question pour répondre à ma question. Vous sentez-vous plus près de la culture française, anglaise ou américaine? On commence avec cette question-là pour positionner la différence québécoise. Je vous laisse quelques secondes pour répondre à cette question-là simple et on va voir un peu ce que vous en dites à cet égard-là. Vous voyez, les premières questions, ça commence vite. Les gens réagissent vite. C'est donc américaine, française, anglaise, américaine, française, américaine, anglaise. Vous voyez, on a un peu de tout dans cet égard-là. Et c'est pas pour rien qu'on pose cette question-là, parce que quand on pose la question aux Québécois, la réponse, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Ça veut donc dire que le 2 tiers n'ont pas répondu la composante française. Nous ne sommes pas des Français qui habitons en Amérique du Nord, nous sommes des Nord-Américains qui parlons français pour la majorité. 8 millions de Québécois entourés de 360 millions d'anglophones autour de nous. On a une réalité qui est unique. On est issu pour la majorité d'une culture française. On vit dans une société anglo-saxonne avec un mode de vie américain. Mais c'est pour ça que le livre a été écrit à cet égard-là, pour comprendre qui sommes-nous, c'est quoi nos traits identitaires. Essentiellement, on a découvert que 71% de nos attitudes et comportements sont similaires avec le reste du Canada. Ça veut donc aussi dire que 29% est différent. La différence québécoise tient dans ce 29%-là qui vient des 5000 questions qu'on a posées sur l'identité québécoise. On vous la résume en quelques minutes au début, avant d'enchaîner sur les milléniaux. La première valeur la plus importante, le premier trait de caractère qui est le plus important, c'est celui de la joie de vivre. On le connaît tous, ce trait de caractère-là. Les Québécois sont fondamentalement heureux. Mais en temps de pandémie, on a une perception toujours plus positive de la réalité que le reste du Canada. Mais ça nous a pris 30 ans pour poser la vraie question. La question qui devrait vous influencer quand vous faites des campagnes publicitaires, des campagnes marketing, c'est ce bonheur-là au Québec est extrêmement important. La question est celle-ci. Qu'est-ce qui est plus important dans votre vie? Vivre le moment présent ou préparer l'avenir? Vous voyez la dichotomie entre les Québec francophones et les anglophones du reste du Canada. Ici, on ne présente pas les anglophones du Québec parce qu'ils ont souvent un comportement qui se rapproche plus des francophones du Québec que des anglophones du reste du Canada. En réalité, là, si vous faites des campagnes auprès des anglophones du Québec en utilisant la même chose que le reste du Canada, ça ne fonctionnera pas parce qu'ils ont un comportement plus proche des francophones que ceux de Toronto, par exemple. 28 points d'écart. 74% des Québécois disent c'est d'abord l'instant présent, alors que seulement 46% des anglophones disent la même chose. 28 points d'écart entre les deux, c'est la différence dans notre comportement. Nous, on est le peuple du ici et maintenant. Premier trait de caractère, il y a un chapitre complet dans le livre, là, si vous voulez aller plus loin, mais je vous résume directement la donnée.
Le deuxième élément qu'on remarque, deuxième point, c'est créatif. On le sait qu'on est créatif. Du Cirque du Soleil à Céline Dion, à toutes les composantes de notre économie. On voit ici, on a réinventé le dépanneur avec Couche-Tard, réinventé la pharmacie avec Jean Coutu. On a fait des choses extraordinaires. On est créatif. Un des éléments qui découle du premier, c'est qu'on est instinctif. Pourquoi? Parce qu'on vit l'instant présent. On ne prépare pas l'avenir. La conséquence, c'est que quand on pose des gens aux Québécois, est-ce que vous agissez selon votre instinct? 25 nous disent de plus que le reste du Canada. On est très instinctif quand on réagit. Et pour nous autres, quand c'est créé au Québec, ça a une valeur. Et le fait qu'on a trois cultures qui s'entremêlent nous donne un avantage. La créativité française, l'efficacité américaine et l'organisation anglo-saxonne nous donnent un avantage au niveau non seulement de la créativité, mais de son exécution. Troisième trait de caractère, la fierté. Les Québécois sont des êtres fiers, fiers de leurs différences en premier, mais il y a aussi un élément majeur qui est derrière ça, fiers de la réussite. Les Québécois, c'est un peuple qui a perdu beaucoup dans son histoire. Au niveau de l'entrepreneuriat, on a vu un phénomène nouveau, une tendance de fond qui est au Québec pré-pandémie. J'en parle tout après, la post-pandémie. Le nouvel entrepreneurship québécois. Vous savez, en 2009, il y a à peu près 12 ans, nous étions les derniers au Canada en termes d'intention d'entreprendre et de lancer sa propre entreprise. Aujourd'hui, on est les premiers avec 20 et c'est propulsé par les jeunes, propulsé par les immigrants et on va vous en parler tantôt. On vous a présenté maintenant, je vais présenter rapidement 3 traits de caractère qui sont positifs. Mais nous, là ce qu'on a dessiné, ce n'est pas un portrait complaisant du Québec. Il y a aussi 3 traits de caractère négatifs. Et je vais laisser les Jacques préparer et présenter les autres. Jacques, je te laisse la partie négative. Ben oui, forcément. Merci, Jean-Marc. Comme prof d'université, moi, je suis très bon pour parler des mauvaises nouvelles, des choses négatives. Alors, il y a effectivement, comme Jean-Marc l'a mentionné, 7 traits, 3 positifs, 3 négatifs, 1 qui est plutôt neutre. C'est pas un reflet complaisant. Le premier trait négatif, les Québécois sont en grande partie détachés. Jean-Marc, tu as cette expression qui est extraordinaire, qu'un sondé t'a déjà dit un jour. Tu peux peut-être la dire. Je suis même plus sûr d'être. Qu'est-ce que c'était la phrase? Ah ben, c'est un vrai répondant au sondage. Je ne suis plus certain si je suis encore indécis. On ne peut pas Voilà. être indécis que ça, Jacques. Bon, alors, on est détaché, on n'aime pas prendre position, puis on va le voir pourquoi dans un instant, on n'aime pas la chicane. On est à bien des égards des grands parleurs, peut-être un peu moins des grands faiseurs. Bien que les choses changent, on va le voir sur les milléniaux, on est plus de gauche, on est plus croyant, plus écolo, plus heureux. Enfin, on le dit, on est davantage divorcés. On est par contre, bien qu'on aime dire qu'on n'est pas des pollueurs, on est plus pollueurs que beaucoup d'autres en Amérique. On vient de voir les dernières données à cet égard. On est moins pratiquant, bien qu'on est plus croyant. Bref, on est détaché, surtout dans nos comportements. Le deuxième trait qui est assez intéressant, c'est celui des villageois. En anglais, on dirait, l'expression que j'aime beaucoup, c'est very parochial. On est très, très, très proche de ses racines, de son village, de son appartenance. Moi, j'ai toujours pensé qu'à la question, est-ce que vous vous sentez plus québécois que canadien? La véritable question, c'est est-ce que vous vous sentez plus Plateau-Mont-Royal ou Shawinigan ou Saguenay que Montréal ou Québec? On est d'abord et avant tout très proche de nos aspects locaux. Léger a justement fait une série de sondages là-dessus sur la volonté d'acheter local. Ça ressort beaucoup plus au Québec que n'importe où dans le reste du Canada, pour des considérations économiques, mais beaucoup pour des considérations d'appartenance. Au moment où on a écrit la deuxième édition du livre, il y avait déjà au Québec pas loin de 4000 bières provenant de 150 microbrasseries. Honnêtement, si vous n'avez pas une encore dans votre village, dans votre quartier, là, cherchez parce qu'il y en a sûrement une en préparation. Le troisième trait qui est plus négatif, c'est que les Québécois se sentent davantage victimisés. Dans notre histoire, c'est clair qu'on a toujours eu des boucs émissaires réels ou fabriqués, mais qui nous ont toujours été très utiles. Quand ce n'était pas les Anglais ou l'anglais, ben, c'était l'Église. Quand ce n'était pas l'Église, c'était l'État. Mais généralement, on aime souvent regarder à l'extérieur de nous, à l'extérieur de nos comportements, la raison de certains de nos échecs, ce qui nous rend également plus méfiants. On est plus méfiant par rapport à des campagnes publicitaires, par rapport à des promotions. On a toujours une espèce de petit doute et ça se reflète et ça s'est reflété beaucoup, à toute proportion gardée, soit dit en passant, à travers le phénomène des conspirationnistes ici au Québec.
Il y a un trait, et c'est le prochain, qui est, moi, je trouve extrêmement intéressant, qui est le consensus. Nous sommes des consensuels. Une des données dans les premiers sondages que Jean-Marc avait fait, que j'ai toujours trouvé extrêmement intéressante, c'est cette propension qu'ont les Québécois à chercher le consensus, de sorte que lorsqu'on demande à des Canadiens du reste du pays ou des Américains comment ils aiment ça faire affaire avec des entreprises du Québec, ils nous disent tous qu'ils aiment bien ça, c'est bien le fun, mais c'est bien long. C'est bien compliqué parce qu'on recherche le consensus. Sept traits qui nous amènent vers ce qu'on a appelé, c'était la fin de la première édition, vers le code source. Jean-Marc, tu veux peut-être le mettre la prochaine? Jean-Marc? Oui, ce qu'on veut mesurer essentiellement, c'est la dynamique vers quoi on s'en va. Après avoir déterminé rapidement qui sommes-nous, là, on aura le temps de lire le livre si vous le souhaitez. Là, maintenant, on va aller dans où allons-nous? Et on voit que chacun des traits identitaires est porté par une génération, la génération silencieuse, génération des baby boomers, et surtout la dernière, génération des milléniaux. Donc, ceux qui sont nés entre 1981 et 1996. Il faut comprendre que les milléniaux sont à près de 40 ans aujourd'hui. Ils ont près de 40 ans les premiers milléniaux. Là. Vous savez, c'est entre 24 et 40 ans les milléniaux, donc ils sont beaucoup plus âgés. Ils jouent eux autres dans une dynamique de victimisation, c'est jamais de leur faute, et de fierté, le besoin de performance et de réussir. Fait qu'elles ont de plein cœur auprès de cette génération-là. Oui, Jacques? Oui, la chose qui est intéressante, on va le voir sur le prochain graphique, c'est que sur le plan démographique, les choses changent. Si vous pensez encore que les boomers sont partout, omniprésents et contrôlent l'économie, la culture et la dynamique sociale, vous avez une mauvaise lecture. Parce que, on le voit là, on est la fin des boomers, la démographie change. Ce qui était la bédaine des boomers progressivement est devenu ses épaules, puis pouf, c'est un peu comme un bouchon de champagne, bientôt ils vont disparaître. La génération qui suit, c'est-à-dire les X, est plus petite. La génération qui suit les X, les milléniaux, elle est plus grande. De sorte qu'au moment où on se parle, il y a pratiquement autant de milléniaux qu'il y a de boomers. Et en fait, soit dit en passant, si on prend les milléniaux et l'autre génération, donc les zilléniaux ensemble, bien, si on prend les deux, on est à 39-40 alors que les boomers sont à 22 Ça change complètement la dynamique. Je pourrais vous donner plein d'exemples sur plein de marchés. J'en ai pris un parce que c'est tellement d'actualité que je pense que tout le monde va s'y retrouver. C'est le marché de l'immobilier. Pas uniquement au Québec, bien qu'on le voit, mais à travers le Canada. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a un clash de deux générations. Normalement, si le marché était stable tel qu'il l'était jusqu'en 2016-2017, il y a grosso modo par année à peu près 20 000 propriétés qui seraient revendues sur le marché parce que les plus vieux, les 70 ans et plus, donc les boomers, se retirent du marché. Ils s'en vont normalement en CHSLD ou en résidence personnes âgées. Bref, ils retournent ce parc immobilier aux plus jeunes. Là, il y a plein de jeunes qui rentrent, là. Les fameux milléniaux, les 18-35 ans et un peu plus âgés. Eux autres, ils veulent acheter. Depuis 2 ans, les boomers, et c'est peut-être le dernier pied de nez qu'ils font au marché, ont arrêté. Ils ont comme, je m'excuse de l'expression, mais ils ont comme littéralement choqué. Ils n'ont pas commencé à revendre leur parc immobilier. Pour une raison, deux raisons bien simples. La première, c'est qu'ils sont plus en forme et ils pensent qu'ils vont vivre plus vieux et plus en forme plus longtemps. Donc, on ne revend pas sa maison, sa dernière maison, on ne la met pas sur le marché à 70 ans. On attend 71, 72, 73 ans. Arrive la pandémie, la dernière chose que tu veux faire, c'est sûr, c'est de vendre ta maison pour t'en aller dans un CHSLD en plein milieu des éclosions. Donc, pendant 1 an, ce qui normalement aurait dû être reversé n'a pas été en immobilier, mais au même moment, les milléniaux, eux autres, ils continuent à arriver sur le marché. Et parce qu'il n'y a pas de hausse dans l'offre, bien, les prix augmentent, on va le voir dans un instant. Puis là, ils se disent, ah, avant que ça augmente davantage, il faut que j'achète, il faut que j'achète. Alors, regardez bien, cette espèce de clash entre les boomers et les milléniaux, on peut le voir dans plein d'industries. Je vous l'illustre ici. À gauche, vous avez le nombre de ventes en unités. Je l'ai pris pour 1 mois. J'ai pris systématiquement toujours le mois de janvier. J'aurais pu prendre les années, mais janvier me donnait 2021. Regardez à quel point, depuis 2018, ça explose. Ça, c'est les ventes de maisons. À droite, c'est les inscriptions. C'est le parc immobilier disponible. Lui, il descend.
Alors, pas besoin d'avoir un PhD en économie pour savoir que si la demande monte de même puis l'offre chute de même, bien évidemment, le prix des maisons augmente. Ce à quoi on assiste en ce moment à travers le Canada, mais c'est particulièrement vrai à Montréal en ce moment où on se parle, c'est littéralement un clash de deux générations. Une qui veut rentrer, puis l'autre qui ne veut pas sortir. Et c'est en grande partie, ce qui définit ce qui s'en vient. Parce que nos milléniaux, Jean-Marc l'a dit, contrairement à d'autres générations antérieures, ils veulent investir, ils veulent être présents sur le marché. Pour eux autres, être propriétaires, avoir des actifs, ce n'est plus un tabou, ce n'est plus péché. Et ils poussent, et ils poussent, et ils poussent. Exact. C'est tellement majeur, ça. Vous savez, on vous présente 6 constats avant d'arriver aux 3 stratégies marketing. Ce que Jacques dit, c'est du fondamental parce que les milléniaux deviennent majoritaires en nombre ces années-ci, à partir de l'an prochain probablement. Ça veut dire quoi? Ils sont plus nombreux, sont plus éduqués. Il y a aussi un transfert de richesse qui commence à s'opérer. Et finalement, ils sont plus technologiques. Ils prennent le pouvoir. C'est-à-dire que les boomers pendant 50 ans, qui ont imposé leurs valeurs, leur comportement, aujourd'hui sont dépassés par des jeunes qui commencent à imposer leurs valeurs parce que le nombre justifie plein de choses. S'il y a 20 ans, la mode était au tennis, parce que les boomers avaient 40 ans, on joue au tennis. Si la mode est au golf aujourd'hui, c'est parce qu'on a 60 ans, on joue au golf. C'est vrai pour le yoga, le chalet, les émissions de cuisine, la rénovation. Ça, c'est tous les baby boomers qui nous ont amené ça. Mais aujourd'hui, ça change. Pourquoi le végétarisme est important? Pourquoi l'économie de partage prend de l'importance? Pourquoi Airbnb, Uber et tout ça prennent de l'importance? Pourquoi les pistes cyclables à Montréal, c'est si majeur? C'est parce que ce sont les milléniaux qui commencent à imposer leurs valeurs. C'est comme ça qu'il faut le voir. Ça, c'est le premier constat. Allons plus loin dans le deuxième constat. Les écarts générationnels grandissent. Nous, comme sondeurs, la variable la plus importante aujourd'hui, c'est l'âge. Dis-moi quel âge as-tu, je te dis quel type de consommateur tu es. Pourquoi? Parce qu'un jeune de Montréal achète les mêmes produits, écoute la même musique, va sur Netflix écouter les mêmes films à travers le monde. Il ressemble plus au jeune qui est à Paris, à New York, à Tokyo, qu'à son aîné qui a 20 ans de plus. Les écarts augmentent par génération. L'âge est le facteur clé. C'est pour ça que comprendre les milléniaux, c'est comprendre vers quoi on s'en va parce qu'ils imposent leurs valeurs. Allons plus loin. En même temps, les générations raccourcissent. Quand j'ai commencé dans le métier, une génération, c'était 20 ans. Entre 25 et 45 ans, tu achetais les mêmes affaires. Alors qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus court. Un Boomers, vous voyez, par exemple, ça durait 19 ans. La génération Z, aujourd'hui, on parle d'une génération de 13 ans. Mais c'est vrai là-dessus, mais c'est vrai à tout égard. Quand je sonne aujourd'hui, mes générations d'âge sont de 5 ans. Parce que si j'ai 20 ans et j'ai 25 ans, c'est un monde de différence. Vous voyez, là, ça va de plus en plus vite et c'est comme ça qu'il faut s'adapter au niveau marketing. Et ne pas non plus sous-évaluer l'importance de la diversité. Le multiculturalisme des jeunes est important. Vous voyez, pour eux, une personne qui vient d'une minorité visible, chiffre canadien, était de 13 en 96. Près de 25 ans plus tard, c'est le double, 27 des gens qui viennent d'une minorité visible. Les gens qui s'identifient comme LGBTQ+, 4 en 96, c'est 10 aujourd'hui. Il y a un double facteur. Il y en a plus, mais ils le disent plus fort également. Et les personnes qui ont une autre langue maternelle que le français ou l'anglais au Canada, 15 Fait que là, on se diversifie de plus en plus. Quand vous avez le débat sur la langue française, ça intéresse peu les jeunes. La loi 21, les jeunes sont beaucoup plus sceptiques, alors que c'est au-delà des 3/4 des Québécois qui l'appuient. C'est à peine 50 chez les jeunes parce qu'ils vivent dans un monde multiculturel et ils ne comprennent pas cette réalité-là. Et c'est pour ça que tout le discours fondamental sur l'équité et l'égalité est un discours important pour cette jeune génération-là. On rajoute un cinquième élément, on en a 6, ce qu'on appelle la génération zigzag. Le Z, pour moi, là, la meilleure représentation du Z, c'est génération zigzag. Elle n'a pas un parcours linéaire comme nous, on a eu. On est allé aux études, on a travaillé, on a peut-être changé 2 fois ou 1 fois ou 2 fois d'emploi, puis on s'en retourne. Le matin, c'est métro, boulot, dodo. Eux, c'est pas comme ça. Ils ont un parcours qui n'est pas linéaire. Ils sortent de l'université de bonne heure, s'en vont travailler, reviennent à l'université, partent 2 ans en voyage, reviennent, s'en vont faire autre chose, retournent à l'université. Fait que toute la dynamique est différente. Leur parcours est non linéaire. Il faut le comprendre qu'ils n'ont pas une vision carriériste de la chose. C'est en fonction des événements. Ils ont une vision opportuniste de la chose. Et le dernier élément, le plus dangereux quand on parle des jeunes, c'est qu'on dit les jeunes. Les jeunes, c'est une société en soi. Il y en a plusieurs types. Mais il y a surtout un facteur qu'il faut distinguer entre
ce qu'un jeune fait à 20 ans de toute façon et ce qu'un jeune d'aujourd'hui fait comme millénial. Quelle est la différence? Parce que quand tu es jeune à 20 ans, c'est sûr que tu es encore aux études. Fait que tu as des habitudes d'études. Quand tu es rendu à 25, tu t'es en couple. Quand tu es à 30, tu achètes une maison. C'était vrai hier, c'est encore vrai aujourd'hui. Fait qu'il faut distinguer entre ce qui est du fondamental de ce qui est vraiment lié à la nouvelle génération des milléniaux. Ici, par exemple, vous savez, avant 20 ans, tu es dans une génération plutôt d'insouciance. Tu formes ton identité. Et il y a un stress fort, celui de l'école. Quand tu es au milieu, c'est ce que tu appelles la période du tumulte, entre 20 et 29 ans. Et là, l'importance, c'est l'anxiété de la performance. Tu veux réussir. Alors qu'à 30 ans, c'est un élément de stabilité. Tu veux stabiliser, notamment au niveau financier. Les jeunes sont toujours anxieux par l'école, par la performance, par les finances. Il y a toujours ces facteurs-là avec lesquels on doit composer. Donc, il faut voir ça comme matriciel. Il y a des facteurs qui sont liés aux jeunes, il y a des facteurs qui sont liés aux milléniaux. Ça, ce sont les 6 réalités qu'on voulait vous partager pour arriver maintenant aux 3 facteurs marketing, les 3 défis marketing que vous avez et comment y composer. Le premier élément de la présentation, le premier défi, c'est ce que j'appelle le fun. Les jeunes veulent vivre des expériences et les partager sur les médias sociaux. Il faut vraiment le comprendre qu'un jeune aujourd'hui, l'objectif de sa vie, c'est de vivre des émotions, vivre des expériences. C'est vrai dans sa vie de tous les jours, c'est vrai dans sa consommation également. Et pourquoi? Parce qu'il y a une pression très forte sur les jeunes. Les jeunes ont une fragilité émotive comme on n'a jamais vu. Vous voyez quelques éléments. Ils font face actuellement, la société globale fait face à 3 crises majeures. Santé publique, qui était vraiment la première vague. La deuxième vague, pour moi, elle est économique, le portefeuille qui est affecté. Et la troisième vague, c'est celle de la santé mentale. Et celle-là, il ne faut pas la sous-évaluer. Quelques données pour vous faire comprendre ce qu'on a mesuré, c'est qu'avant la pandémie, on avait déjà eu, dans un sondage, une des données qui m'a le plus perturbé, 26% des milléniaux ont déjà connu une période dépressive importante, une dépression. 26%. C'est de l'autodiagnostic, hein, ce qui se passe, parce que quand on regarde les études médicales, on parle de 18 à 20% qui ont vécu une dépression. L'Institut statistique du Québec, lui, parle de 29% qui ont connu des moments de détresse psychologique. Fait que tous les chiffres sont autour du corps de la population, des jeunes qui ont subi des traumatismes. Et tout ça, c'est accéléré par la pandémie. Il y a 47% qui vivent des moments d'anxiété et 63% qui sont affectés psychologiquement par la COVID. Hier, j'ai publié un sondage dans le Journal de Montréal qui disait que 32%, le tiers des jeunes, 10% de plus que le début de la pandémie, qui disent avoir une mauvaise santé mentale. C'est le problème majeur. D'un côté, vous avez une génération hyper performante, de l'autre, une génération hyper fragile émotivement. On fait face à ça. Et c'est ça le besoin de plaisir. C'est pour ça que dans les années 20, après la pandémie, vous avez vu les années folles qui ont suivi. Les jeunes, là, ils ont besoin de sortir puis de s'amuser. Ça fait 1 an qui sont dans leur maison, qui sont cloîtrés. Ils ont besoin de sortir et la pression, elle est forte. Et tout ça, ce qu'on a remarqué dans les études, puis ça, c'est un des éléments fondamentaux du livre qu'il faut comprendre, c'est que la pandémie ne fait qu'accélérer des choses qu'on avait déjà mesurées avant. La fragilité émotive des jeunes, elle était là avant la pandémie, elle est accélérée par la pandémie. Et statistiquement parlant, on a découvert que c'est à partir de 2010 que les facteurs ont commencé à s'effondrer au niveau de la santé mentale des jeunes, où c'est de plus en plus catastrophique. Comme par hasard, c'est l'arrivée des médias sociaux. Vous voyez, Facebook est arrivé en 2004, mais la masse critique, ils l'ont atteint en 2010. Ensuite, vous avez Twitter 2006, mais là, vous avez Pinterest en 2010, Instagram 2010, Snapchat 2011. Tout est arrivé en même temps et les jeunes ne sont pas capables de gérer tout ça en même temps. Les médias sociaux ont exacerbé les problèmes émotifs des jeunes parce que tu n'es jamais à la hauteur de ce que tu vois sur les médias sociaux. Tu n'es jamais considéré. Regardez ça, 93% des jeunes recherchent des likes. Ils lancent quelque chose, ils veulent se faire aimer. 78% consultent leur mobile avant de dormir et ça recommence le lendemain matin. 68% envient les autres sur les médias sociaux et 40% disent que ça a une estime négative sur soi. Il y a quelque chose de très positif des médias sociaux, notamment en pandémie, ils restent en contact, mais quelque chose d'extrêmement négatif. Parce que non seulement les médias sociaux leur démontrent qu'ils ne sont pas à la hauteur ou ils ont une impression qu'ils ne sont pas à la hauteur parce qu'ils n'ont pas une vie extraordinaire comme son voisin ou comme les autres jeunes, mais en même temps, tout l'Internet leur donne accès à de l'information où ils ne sont pas prêts de recevoir. À 12 ans, là, tu vois de la pornographie qui n'a aucun sens.
Tu vois de la violence. Un jeune aujourd'hui qui a 18 ans a vu en moyenne 1 million de meurtres dans sa vie. 1 million de personnes qui s'est fait tirer, que ce soit dans les jeux vidéo, mais surtout à la télévision, dans les films, partout. Il y a tout cet élément-là qui est autour d'eux. Ils peuvent bien être perturbés. On a créé un monde sans protéger nos jeunes. Ensuite de ça, on arrive, bon, ça, ces facteurs-là de la cyberdépendance, c'est ça le facteur qui est derrière. J'aimerais ça aussi mesurer une chose sur le facteur que pour les jeunes veulent vivre des expériences à tout égard. Vous ne vendez plus des produits ou de moins en moins. Vous vendez un plaisir, une émotion intérieure parce qu'ils ont besoin de s'exprimer, cette jeunesse-là. Premier facteur, le fun. Le deuxième facteur, la foi. Le second défi marketing que vous avez, c'est que les jeunes n'achètent pas une marque, ils adhèrent à une marque. C'est important de le saisir, de le comprendre. Ça les identifie. Ils ont besoin de croire à la marque. Vous voyez, ils ont un besoin d'égalité, d'équité. Ils ont un besoin d'être capables d'économie, de partage, de multiculturalisme. Vous savez, tout le débat woke qu'on a, et pas par hasard. Là. Pour eux, tout est égal. Puis ils le voient, ils le croient. Là. Et donc, quand vous êtes propriétaire d'une entreprise, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous êtes mieux vous préparer là, à s'assurer à répondre à ces questions-là parce que ça devient le facteur clé. N'oubliez pas, si les jeunes le véhiculent, le reste de la société va le faire. C'est une question de temps. Donc, ils ont un désir de changement important. Bon, une série de statistiques, vous pourrez lire dans le document, là, mais l'esprit général, c'est que ce soit sur l'environnement, que ce soit sur la diversité, à tout égard, là, ils vont imposer leurs valeurs à l'ensemble de la planète. Et pour la jeune génération, là, on voit un trait entre les milléniaux et les Z. Parce que les Z, c'est une jeune génération qui est encore plus éduquée, plus dynamique. La génération de milléniaux, on les a appelés la Me Generation. Alors que la génération l'autre, on les a appelés la We Generation. C'est une génération qui est plus collectiviste, une génération qui fonctionne en groupe. On l'a vu sur le climat, on l'a vu à tout égard sur les manifestations publiques qu'ils ont. Ils aiment appartenir à un groupe, contrairement aux milléniaux, puis je vais revenir sur cet aspect-là un petit peu plus tard. On a d'ailleurs, au niveau de l'étude bleue, on a été à mesurer l'importance du local. Jacques, je pense que tu veux dire un mot là-dessus. Oui, parce qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. Parce que, évidemment, Jean-Marc fait bien ressortir ce qui est l'ajout à la deuxième édition de notre livre. Mais évidemment, le Code Québec demeure le Code Québec. Une des choses qui est intéressante, c'est de voir comment cette jeune génération-là s'est différenciée des générations précédentes dans un cas comme celui de la pandémie. Léger a fait deux études, une à la suite de l'autre, ce qu'on appelle l'étude bleue, sur l'importance de la consommation locale au Québec. Une des choses qui est intéressante, c'est que pour la très grande majorité des Québécois, notamment pour les produits alimentaires, on a l'intention d'acheter local. C'est une priorité. C'est vrai pour tous, sauf pour les 35 ans et moins, pour qui c'est important, mais ce qui prime, ce n'est pas ça. Ce qui prime, c'est toute la notion d'éco-responsabilité, de vrac ou encore les problèmes de suremballage. C'est ça qui définit leur volonté d'améliorer à travers cette pandémie le monde de la consommation. Et là, ça devient intéressant parce que ça vient effectivement confirmer que cette jeune génération, ben, elle adhère à une cause et que cette cause-là, elle est beaucoup plus et de plus en plus internationale que nationale. Exact. C'est un élément fondamental, c'est qu'ils vivent la même chose, mais pas pour les mêmes raisons. Et c'est ça qu'il faut être capable de décortiquer. Deux autres éléments à rajouter sur la notion de foi. S'ils ne croient pas dans l'entreprise, ils vont s'en aller. Ils ne sont pas attachés à l'entreprise. J'ai parlé tout à l'heure du parcours zigzag. Là, si 31% des 30-39 ans veulent, la probabilité qu'ils quittent leur emploi est élevée, ça monte à 48% chez les jeunes. Bon, il faut dégonfler un peu le chiffre parce que si tu travailles chez McDo, peut-être que tu vas avoir un autre job, il faut faire attention, mais c'est nettement plus que les générations précédentes. Et c'est ça la clé, c'est que cette clientèle-là, si vous n'êtes pas capable de l'attacher, de lui donner des défis, puis qu'elle sente qu'elle participe à la société, elle va aller le trouver ailleurs. Moi, j'ai 600 employés chez Léger, la majorité ont moins de 30 ans. C'est un travail de les maintenir. Hein. Ils sont très challengeants, beaucoup plus challengeants que les gens plus âgés, mais c'est la même chose dans vos entreprises, même chez vos enfants. C'est le même phénomène. Ces gens-là ont besoin de défis, puis ont besoin de croire pour pouvoir poursuivre avec vous. Un des éléments qu'on remarque comme tendance, j'ai parlé tout à l'heure du 20% des gens qui veulent créer leur entreprise, ce que j'appelle la génération entrepreneuriale, c'est encore pire chez les jeunes. On est à 31% chez les jeunes. Et derrière ce chiffre-là, c'est propulsé par les femmes, propulsé par les jeunes immigrants, qui sont ceux qui veulent de plus en plus créer leur propre entreprise. Vous voyez, c'est une génération qui rêve de conquérir le monde. Et si les baby boomers voulaient changer le monde, la jeune génération, elle, ce qu'elle veut, c'est être capable de conquérir le monde. Donc, vous avez deux facteurs. Le fun, la foi.
Il y en a un troisième facteur extrêmement important qui doit être intégré dans vos stratégies marketing et c'est, Jacques, Ouais, le fric, le fric. C'est pratiquement nouveau au Québec, hein? On n'a plus peur d'en parler. On en parle, et non seulement on en parle, mais beaucoup d'entre nous, heureusement, souhaiteraient pouvoir en faire. Le troisième défi marketing, c'est le fric. Maintenant, il est effectivement réinstauré ou réactivé par cette jeune génération, les Illéniaux. Souvenez-vous, dans le code source, on parlait de victimes et fiers. J'y reviendrai dans un instant. Il y a une certaine fierté, si on regarde la prochaine diapositive, c'est lorsqu'on leur demande à ces jeunes, est-ce que c'est important pour vous de faire de l'argent? Chez les boomers, c'était 45%. Là, c'est pas les boomers maintenant, c'est les boomers lorsque eux avaient 20-25 ans. Chez les X, c'était 55 qui disaient oui, c'est important. Chez les milléniaux, aucun problème, 75. Puis lorsqu'on aura les Z plus tard, moi, je vous prédis qu'on va être autour de 85, 95. Donc, c'est comme si un vieil atavisme là, qui avait un peu quelque part disparu. Maintenant, si on regarde l'autre diapositive, maintenant, tout ça s'incarne à un moment bien précis. C'est une année éprouvante, même pour les milléniaux, évidemment. Il y a une pénurie d'emplois. 61% ont connu une perte de revenus, 56% jugent la situation que ça n'ira pas en 2021. 19% prévoient qu'il y a une augmentation du taux de chômage qui pourrait même les toucher. Alors, tout ça culmine, il y a la fierté, mais tout ça culmine vers l'autre volet de ce code fondamental, qui est l'aspect victime. Ces mêmes milléniaux se trouvent, puis ils ont probablement raison, parce qu'ils lisent bien le marché, se trouvent souvent victimisés par des choses pour lesquelles ils ne voudraient pas payer. Ils trouvent qu'ils n'ont pas besoin de payer, des forfaits cellulaires, des forfaits Internet, l'assurance, les frais bancaires, les appareils électroniques, les voitures, les hypothèques. Bref, les hypothèques, ça, je suis pas sûr qu'ils trouvent qu'à 1,50, en fait ça, c'est autre chose, mais ils trouvent qu'ils paient trop cher. Okay? Donc, d'une part, ils se plaignent, d'autre part, ils veulent faire de l'argent. La chose qui est assez intéressante, c'est que ça se manifeste à travers toutes sortes de comportements. Ils ne veulent pas payer pour des produits ou des services dans lesquels ils ne voient pas de valeur ajoutée et les économies qu'ils font de ce côté-là, ils se voient davantage et de plus en plus comme des investisseurs. Alors, évidemment, l'immobilier, j'en ai parlé tout à l'heure, est un bon exemple. Un marché qui est assez intéressant, un marché que je suis depuis longtemps, c'est tout le marché ce qu'on appelle les food courts, vous savez, dans les centres commerciaux ou en fait les édifices à bureaux au moment où ils étaient ouverts. On avait déjà remarqué avant 2019 que les milléniaux, contrairement aux générations précédentes, ne descendent pas à tous les midis pour aller manger là, une brochette ou un bout de pizza ou quelque chose comme ça. Eux autres, c'est facile, ils ne dépensent pas le lundi, ils ne dépensent pas le mardi, ils ne dépensent pas le mercredi, ni le jeudi, ils apportent leur lunch, mais le vendredi, regardez les bains, là, ils vont aller acheter le gros dîner avec une gang. Au total, ils vont dépenser 50 $ en moyenne sur des repas le midi, mais au lieu de faire 5 fois 10, c'est 0,000050. Et c'est tout à fait le genre de consommation qu'on retrouve chez les Illéniaux. Maintenant, la crise les a également affectés au niveau de leur façon de concevoir leur gestion de l'argent. Lorsqu'on a demandé dans un sondage tout récent sur le virage commercial consommé pendant et après la pandémie, 43% des 55 ans et plus nous ont dit oui, ma gestion de l'argent va changer. Chez les 18-34, c'est 61%. C'est 61% parce qu'on remarque que chez jeunes-là, on retrouve de plus en plus de manière incarnée une mentalité d'investisseur beaucoup plus qu'une mentalité de consommateur. Chacun de leurs achats, ils le conçoivent comme un investissement. Ben là, la suivante, c'est si vous voulez lire quelque chose d'assez intéressant de ce côté-là, ben, il y a en référence ces données-là, il y a un livre, en fait, une série d'articles et un livre, Categorizing the Money Management Behavior of Young Consumers, extrêmement intéressant, qui nous dit grosso modo qu'il y a 3 façons notamment chez les jeunes consommateurs, de concevoir leur gestion budgétaire. On peut être conservateur, on essaye de minimiser les risques. Ça, c'est pas mal les boomers. On peut être créatif. Ça, on les retrouve pas mal de ce côté-là, les Illéniaux. Être créatif, c'est on pense à la consommation de manière différente. Donc, par exemple, on va réinventer la consommation en recyclant, en récupérant, en faisant des achats de groupe,
en allant sur Marketplace ou Kijiji plutôt que d'acheter du neuf. Bref, on tente de gérer le risque, en avoir le plus, en investissant le moins. Mais ce qui caractérise le plus nos milléniaux, c'est une croissance très, 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 très forte de la gestion entrepreneuriale de la consommation, comme je le mentionnais tout à l'heure, ce qui fait en sorte que, dans certains cas, on maximise le risque. Je termine là-dessus, Jean-Marc, en disant que si vous regardez encore une fois le marché immobilier, beaucoup de jeunes consommateurs se disent c'est un no-brainer, je peux avoir une hypothèque à 1,5 ou à 2 alors que la maison va prendre 10 de valeur par année. C'est clair, il faut que j'achète, peu importe le prix. Ça, c'est une gestion de la consommation ou de l'investissement qui est de plus en plus risquée, avec certaines conséquences qu'on ne souhaite pas, mais qui pourraient arriver. Exactement. Puis on arrive à cette génération-là, il faut que vous la voyez comme une génération cheap. Ils sont prêts à payer s'ils vivent des expériences. Alors, quand vous établissez votre stratégie marketing, il y a 3 idées fortes qu'il faut comprendre. Il faut qu'ils aient du plaisir, le fun, si vous voulez capter leur attention. Il faut qu'ils croient, si vous voulez les convaincre d'acheter. Puis il faut que le deal soit bon, si vous voulez, le fric, si vous voulez, à la fin, qui conclut la vente. Il faut que vous ayez cette matrice-là dans la tête. Ça doit passer à travers ce tamis-là si vous voulez réussir à convaincre les jeunes. Et la différence, c'est qu'avant, dans notre génération, c'était des années, ce qu'on appelle les années où. Tu avais le meilleur prix, le meilleur produit ou le meilleur service. Ou la possibilité d'avoir accès facilement aux produits. Aujourd'hui, tu es dans les années et il faut qu'il y ait du fun, il faut qu'il y croit, il ne faut pas que ça soit cher, puis sinon, ils vont aller ailleurs. Alors, vous voyez, c'est ça qui est la clé qu'on vous résume. Forcément, en 45 minutes de présentation, on va aux éléments essentiels, là, mais vous avez à l'intérieur de ça les éléments clés. Allons une coche plus loin. Vous savez, ces facteurs-là sont fondamentaux. Cette jeune génération-là, elle est particulière. C'est une génération qui est taxée sur l'argent, c'est une génération qui est taxée sur l'expérience, tout ce qu'on vient de mentionner. Mais il y a aussi des facteurs qui différencient des autres. Et voir le Québec aujourd'hui, il faut le voir en fonction de la génération. En marketing, la première question que vous devez vous poser, à qui je m'adresse? Avant même de savoir ce que je leur propose, à qui je m'adresse? Qui est la question clé. Et c'est pour ça que j'ai préparé un tableau qui est dans le livre, là, mais que je vous le donne ici quand même, parce que je trouve que c'est important de vous offrir ça. Les gens qui ont été invités sont tous les clients de Léger. Pour moi, c'est ce qui est plus important. C'est ce que j'ai bâti pendant 35 ans. C'est pour ça qu'on vous offre ce contenu-là et que vous puissiez l'utiliser dans votre quotidien. On a les 6 traits de caractère par génération. De la génération silencieuse, celle qui est avant 45, les boomers, les X, les milléniaux, les Z, et je vous rajoute la nouvelle génération, les alpha. Après X, Y, Z, vous repartez à 0, alpha, en espérant que l'autre après ne sera pas trop bêta, mais ça, c'est une autre, on n'est pas rendu là encore. Le trait identitaire dominant est celui qu'on vous a présenté. Donc, villageois, détaché, victime, fier, créatif, consensuel. Quand on arrive maintenant au contexte, il faut comprendre pourquoi ils ont développé ces traits identitaires-là, puis pourquoi, dans le fond, ils ont cette de comportement. Génération silencieuse a vécu dans la guerre mondiale, de la première à la deuxième. Les boomers dans la guerre froide, le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest. Les X, c'est la crise économique qui les a identifiés, sont arrivés sur le marché du travail, il n'y a pas de job. Hein? Et ça a eu un impact sur le reste de sa vie. Étant donné qu'ils ne sont pas nombreux en nombre et en valeur, c'est-à-dire en possession économique, ils ont été coincés comme une génération sandwich entre baby boomers et milléniaux. Ensuite, est arrivé avec les milléniaux qui, eux, arrivent dans un phénomène où la terre entière est disponible, la mondialisation. Les Z, leur défi, c'est les changements climatiques, alors que l'alpha vit dans une année de pandémie. Les alphas, particulièrement les jeunes, on leur a enlevé 1 an dans leur vie et ça aura des impacts dans leur comportement futur. La technologie accompagne ça et amplifie les changements générationnels. La génération silencieuse, dans les années 20, ça a été la création de la radio. Dans les années 50, ça a été la télévision qui identifie les boomers. Les X, c'est l'Internet, c'est l'accès. Vous pouvez acheter n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Les milléniaux, c'est le téléphone intelligent qui leur a permis d'avoir le contrôle sur leur vie. Les Z, c'est les réseaux sociaux qui est le maintien de leur vie. C'est de ça qu'ils s'abreuvent. Et l'alpha, c'est l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas au produit, le produit doit venir jusqu'à eux. Si on poursuit, ce que ça crée, c'est des valeurs de base. Conformistes pour la génération d'avant-guerre, idéalistes pour les boomers, matérialistes pour les X, individualistes pour les Y, la génération Mi, communautaristes pour les Z, la génération Oui, et tribal. On s'identifie à des tribus dans la jeune génération, on fait partie d'un groupe. Ce n'est pas territorial, c'est en fonction des affinités de chacune des générations.
Ce que ça crée, c'est le besoin qu'ils ont. Si vous adressez aux générations silencieuses, c'est un besoin de stabilité. Les boomers, c'est un besoin de confort. À 60 ans, c'est le confort que tu cherches. Le X, c'est la résilience, de perdurer entre ces deux générations-là. Les Y, on l'a mentionné, cet esprit entrepreneurial-là, cette flamme-là qu'ils ont. Les Z, ce sont des activistes qui veulent, eux autres, modifier le monde. Et l'alpha, c'est l'instantanéité. Si vous n'êtes pas disponible ici et maintenant, ils s'en vont ailleurs. Il n'y a pas le temps d'attendre pour cette jeune génération-là. Leurs besoins, les gens qui sont plus âgés ont besoin qu'on les respecte. Les boomers ont besoin de se sentir impliqués. Dans une organisation, par exemple, ces gens-là se sentent de plus en plus repoussés, pourtant ils ont de l'expérience à partager. Les X, la reconnaissance, parce que c'est une génération qui n'a pas d'identité. Les milléniaux, c'est de l'encouragement. Les jeunes ont besoin, avec leur fragilité économique qu'on a mentionnée, de dire qu'ils sont bons. Hein? Ils ont besoin de ça pour vivre. D'ailleurs, ils ont été élevés de cette manière-là. Les Z, ils exigent eux autres. Ce qu'ils ont, c'est un besoin d'égalité. Les alphas, c'est d'être rassurés. Communication, vous communiquez avec eux, une communication hiérarchique chez les silencieux, horizontale, tout le monde est au même niveau chez boomers, modulaire par groupe chez les X, collaborative pour les milléniaux, authentique. Ils ont les Z, ce qu'on appelle un bullshit detector. Ils savent rapidement si ça ne va pas bien. Et direct pour les alphas, ils ne veulent pas de flafla. Et finalement, j'ai rajouté la phrase qui représente cette génération-là, née pour un petit pain. Pour les boomers, 68, il est interdit d'interdire. Les X, tasse-toi donc mon oncle, qui est une publicité célèbre qui a eu de l'impact. Les milléniaux, tout le monde connaît l'expression OK boomers. Les Z, il n'y a pas de planète B. Et pour l'alpha, le nouveau normal. Ils vivent dans une nouvelle réalité. Et la dernière ligne en bas, c'est vraiment leur attitude. Je dois, je peux, j'existe, je veux, j'exige. Et la jeune génération, j'observe. Donc, vous avez à l'intérieur de ça le portrait global des Québécois d'aujourd'hui et de la jeune génération en 42 minutes qu'on vous a présenté ces éléments-là. Je sais qu'on a un débit rapide puis on va directement au sujet, mais la plupart d'entre vous sont habitués avec ces concepts marketing-là. Vous pouvez poser des questions. Le système de questions est ouvert et on va pouvoir répondre à vos questions au cours des prochaines minutes. Je ne sais pas qui va se lancer en premier dans les questions. Jacques, attendez, j'essaie de voir les questions. Donnez-moi une petite seconde. Voilà. OK. Donc, on est disponible pour les questions. Si vous voulez vous y mettre, vous avez des questions très intéressantes, merci. N'hésitez pas à poser des questions. On a eu une question avant la pandémie, Jacques, concernant la philanthropie. Une question sur la philanthropie, si vous permettez, en attendant que les gens posent des questions, je vais en profiter pour y répondre. Il y a comment ça se traduit dans différents domaines? Ça, c'est la grande question qu'on essaie de traduire tous les jours. Dans la philanthropie, je vais vous surprendre. Les jeunes donnent plus en proportion que les gens plus âgés. C'est assez particulier. Ils donnent des petits montants, mais plus souvent. Fait que vous voyez, par exemple, chez les X, 40 ont donné au cours de la dernière année pour une moyenne de 199 $. Les Grecs, 41 même s'ils sont plus jeunes, qui ont moins de moyens, qui ont donné au cours de la dernière année une moyenne un peu plus basse, 170 $ qui ont donné au cours de l'année. Mais tout ça pour dire là, que, vous savez, si vous avez une société qui participe, là, souvent on critique les jeunes, là, mais les jeunes ont d'autres manières, d'autres comportements. La question, c'est qu'il faut que vous alliez les chercher en dedans. Oh, là, les questions arrivent une après l'autre. Ça fuse. Il y en a notamment sur le tourisme à court et à moyen terme. Qu'est-ce qui va arriver après? Je pense que Jean-Marc a déjà mentionné quelque chose à cet égard. C'est clair qu'on a, évidemment, ça fait très longtemps, on a dans le siècle précédent vécu une pandémie. Ça a été la grippe espagnole. Après, évidemment, ça a été les années folles. C'est clair que, notamment chez les jeunes, les milléniaux vont vouloir sortir. Il y a comme un bouchon qui va sauter à quelque part. Est-ce qu'ils vont pouvoir reprendre la route comme avant? Moi, j'ai certaines réserves parce que c'est sûr qu'on le voit apparaître de plus en plus, le passeport vaccinal, les contraintes au niveau des déplacements. Moi, je pense qu'il va y avoir un engouement, une volonté de vouloir s'activer au chapitre du tourisme, mais il y a encore beaucoup de contraintes à lever d'ici plusieurs années. Jacques, une question pour toi au niveau de la géolocalisation, au niveau de l'immobilier. Observez-vous des tendances impact sur le télétravail par Frédéric Simard? Bien, les tendances que l'on observe, elles sont très grosses et très petites à la fois. On a beaucoup parlé des Montréalais qui
qui s'exilent, qui veulent partir de Montréal, acheter en région. C'est sûr que si vous prenez une région où il y a relativement peu de transactions, puis il y a 5 Montréalais qui arrivent en même temps, on a l'impression que la région est en feu. En fait, ce sont des épiphénomènes. Ils sont très réels. C'est sûr que si vous aviez une maison à vendre à quelque part comme autour de la chute, bien, vous avez soudainement vu du monde qui ont découvert la place. Mais on ne parle pas encore d'exode massif, là, loin de là, simplement parce qu'il n'y a pas, comme je l'ai mentionné, il n'y a pas vraiment de disponibilité. La demande est nettement plus forte que l'offre, mais je vous le dis tout de suite, là, d'ici l'automne, le marché va commencer à se rétablir. Exactement, c'est une question de temps aussi, là. Mais comme on l'a dit un peu plus tôt, la pandémie, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle accélère les choses. Elle a Ouais. accéléré les difficultés émotives des jeunes, mais également l'utilisation du numérique et l'achat numérique, également le télétravail. C'est toutes des Ouais. tendances qui existaient avant qui ont été accélérées. Question Ouais. suivante, au niveau des prochaines élections municipales, comment géreront les jeunes qui pourront voter? Seront-ils présents aux urnes? Ça, c'est plus à moi. Oh oui. Non, mais là-dessus, c'est assez phénoménal. J'ai observé l'élection américaine, j'ai été impliqué beaucoup dans l'élection américaine pour comprendre ce qui se passe là et partout en Occident. La question, là, c'est qu'on vit dans un monde d'extrêmes. Fait que d'un côté, vous avez de l'extrême droite, mais de l'autre côté, vous avez de l'extrême gauche également. C'est qu'il n'y a plus de place pour le milieu. Regardez aux dernières élections provinciales au Québec, les deux partis traditionnels, le Parti libéral et le Parti québécois, ont fait le pire score de leur histoire. Le Parti libéral, avec 25 des voix, ils n'ont jamais obtenu ça depuis la Confédération. Puis le PQ était pratiquement rayé de la carte. Pourquoi? Pour un parti plus à droite, puis pour un parti plus à gauche. Mais c'est ça, la même chose le Parti républicain aux États-Unis et partout dans le monde. En France, Emmanuel Macron est une exception qui risque d'exploser. Le dernier sondage place Marine Le Pen à égalité avec Emmanuel Macron. Fait que tout ça pour dire, c'est qu'on vit dans un monde d'extrêmes. Et les jeunes, à cause des médias sociaux, des algorithmes des médias sociaux, sont confortés dans leur position et les positions sont de plus en plus extrêmes. On n'est pas sorti du bois là-dessus. J'ai une question sur le vrac. Oui, je viens de la lire, là, oui, tout à Au fait. niveau de la consommation, est-ce que les milléniaux ont plus tendance à faire plusieurs arrêts pour leur consommation ou plutôt le one-stop shopping? C'est une combinaison des deux, c'est une excellente question. En fait, les milléniaux, comme toutes les générations précédentes, on les voit comme étant des consommateurs très affairés dans la consommation locale avec plusieurs petits achats jusqu'à ce qu'ils aient des enfants. Et à partir de ce moment-là, ben là, il y a une consommation hybride. On s'en va de plus en plus à partir du moment où on a des enfants vers du one-stop shopping, mais de manière hédonique, on aime encore retourner de plus en plus vers des petites boutiques, ce qui n'existait pas chez les générations précédentes, simplement parce que vous n'aviez pas la même offre. Alors là-dessus, il y a une tendance qui se maintient, mais avec une plus grande diversité, simplement parce que les conditions de marché, elles, ont changé. Bon, alors je comprends que la génération entrepreneuriale ne cherche pas seulement le bon deal, mais également l'investissement responsable. Exactement, Oui, c'est leur problème existentiel. Les deux existent en même temps. Et c'est oui. ça la question de fond. Mais il y a une pression financière qui est forte chez les jeunes qui ne veulent pas dépenser pour rien. Fait que le seul facteur, il faut trouver des arguments, dont celui que Oui. Jacques a mentionné plus tôt, de l'achat responsable, pour être capable de les convaincre. On nous pose la question sur combien il y a de milléniaux sur le marché du travail. Moi, je n'ai pas la réponse. Ce qui est sûr, c'est que de plus en plus, Jacques, tu avais une bonne anecdote sur le transfert de génération. Je pense que c'était Oui. intéressant entre les milléniaux, entre les boomers et les autres générations. Oui, ben en fait, tu as mentionné, Jean-Marc, et c'est une chose qui nous est souvent reprochée, à juste titre, mais Jean-Marc et moi, on ne fait pas la pizza, nous, on fait juste la livrer. Hein? On ne crée pas la société, on fait juste l'étudier. On nous reproche souvent de dire, ben les X, c'est une génération en porte-à-faux entre deux. Mais c'est très vrai parce que, non pas qu'ils ne sont pas bons, là, tous les X qui sont à l'écoute, là, vous êtes excellents, mais vous avez eu malheureusement la partie mauvaise d'être pris entre deux grosses générations. Les boomers sont beaucoup plus nombreux que vous étaient plus nombreux que vous l'êtes. Et puis, ceux qui vous poussent dans le dos, ben, ils sont également plus nombreux. De sorte que vous avez été pris en sandwich. L'anecdote auquel Jean-Marc fait référence, c'est ce président d'entreprise, je ne le nommerai pas, là, mais ce président d'une grande entreprise située à Montréal, qui a été président pendant 3 ans seulement. Et la raison est bien simple, c'est que son boss à lui, là, le président sortant, c'était un boomer qui a décidé, lui, de s'en aller à 76 ans, donc il a retardé. Finalement, quand lui est devenu président, il avait 62 ans, il a fait 3 ans, puis il y a eu tellement de pression des milléniaux en arrière, notamment au niveau des valeurs, l'éco-responsabilité puis les technologies, qu'il a décidé de prendre sa retraite.
Exactement. C'est un changement rapide de génération. À tout égard, par exemple, une question que me pose Jean-Paul Guiopel, comment le racisme systémique va évoluer vers une pleine intégration des minorités? Moi, je trouve que l'avenir est bon parce que les jeunes sont préoccupés pour ça. Le Black Lives Matter aux États-Unis, là, il y a eu un impact monstre parce que les jeunes embrassent ça. Pour eux, il n'y a pas de différence. Ils ne voient pas cette différence-là. Bon, il faut faire attention, c'est un phénomène très urbain parce que dans les sondages, les gens qui ont le plus de difficultés avec des gens d'une autre origine, c'est ceux qui vivent le plus loin de ces gens-là. Fait que plus on est loin des immigrants, plus on sent une menace des immigrants, ce qui est assez particulier. Mais la jeune génération, elle n'a pas ce comportement-là. Quand on dit ça, c'est de façon générale. Il y aura toujours des actes racistes, il y aura toujours de l'extrême droite, il y aura toujours des facteurs. Mais de façon générale, moi, ce que je pense, c'est que les courbes de racisme vont diminuer. J'avais posé une question parce que les Québécois sont souvent attaqués en estimant est-ce que les Québécois sont plus racistes que le reste du Canada? La réponse, c'est non. On a fait un sondage là-dessus. On a pris la question de la Commission des droits de l'homme de France. On l'a appliqué au Canada. Et le taux de gens qui s'évaluent racistes selon le modèle français, c'est de 20 %. C'est encore trop. Dans le reste du Canada, c'est 16 %. On se retrouve dans la marge d'erreur, là. Et donc, on est à peu près au même niveau. En France, c'est 35 %. Vous voyez, là, on est dans une autre réalité. Puis aux États-Unis, je n'ose pas vous donner le chiffre parce que c'est près de 50 %. Fait que, vous voyez, vous êtes dans une autre réalité là, dans ces différentes communautés-là. Jean-Marc, il y a une question ici que j'aimerais prendre. Rosanne Bourque qui demande comment les entrepreneurs milléniaux choisissent leur service, par exemple un avocat, un comptable. Est-ce qu'ils ont tendance à vouloir tout faire eux-mêmes ou en engager des experts? Bien, c'est une bonne question. En fait, ça, on a beaucoup de données. Les milléniaux, par définition, et parce que la technologie prévaut, essentiellement ne font confiance qu'à leur propre réseau. C'est-à-dire que c'est beaucoup, beaucoup par émulation, les recommandations des amis, beaucoup moins la publicité, à moins qu'elle soit extrêmement bien ciblée et très convaincante, par définition. Chose qui est intéressante, c'est que oui, ils préfèrent engager plutôt que de se risquer à faire eux-mêmes le travail, simplement parce que ils voient très, 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 très bien le risque, sauf évidemment s'ils sont en mesure de faire ce travail-là. Autrement dit, s'ils sont convaincus qu'ils sont capables de le faire, ils vont le faire, mais dès qu'ils voient un certain risque à y aller, ils vont engager un professionnel. On pose une question sur est-ce que les générations décodées s'appliquent également au type de famille. Il faut comprendre, ces jeunes générations vivent souvent dans une famille éclatée. Vous savez, au Québec, c'est là où on se marie le moins. La conséquence, c'est que la cellule familiale est moins solide, mais en proportion, c'est ici qu'on divorce le plus. Donc, ça a des conséquences. D'ailleurs, on ne demande plus aux parents combien ils ont d'enfants, on demande aux enfants combien ils ont de parents. C'est-à-dire que c'est une famille un peu plus éclatée, mais ça donne aussi accès à de la richesse parce qu'ils ont accès à plus qu'un portefeuille ou plus qu'une poche d'argent chez l'autre génération. Mais la famille est déstructurée. Et dans une étude qu'on a faite, nous, on a une étude annuelle sur les milléniaux, d'ailleurs, qui est gratuite, là, qui est une étude qu'on fait, qu'on donne à nos clients sur les jeunes milléniaux. Un des éléments majeurs, c'est le retour de la famille. L'importance de la famille. Puis moi, je pense que la pandémie, oui, il y a des effets négatifs, mais s'il y a un effet positif, c'est la famille, la cellule familiale qui a été rebâtie à travers le Québec et à travers le monde en réalité. Et ça, on va le voir au cours des prochaines années, là, comment la pandémie a eu un impact, mais ça, à mon avis, ça sera un des impacts positifs. Ouais. Il y a une question que j'aime beaucoup ici de Jean-Paul Guilobel qui nous dit comment va-t-on atténuer la fracture numérique entre les milléniaux et les baby boomers, notamment par rapport à l'accessibilité du numérique des personnes seniors. Vous savez, une des choses que l'on réalise pas, c'est à quel point les boomers, même à 70 ans, je veux dire, ils étaient passablement jeunes là, quand l'ordinateur personnel est arrivé, puis ils étaient encore pas mal jeunes quand le web est arrivé. Et un bon exemple de ça, c'est lorsqu'on a ouvert la vaccination aux 85 ans et plus, bien, il n'y a pas eu de problème. C'est pas dans tous les cas parce que c'est leurs enfants qui inscrivaient les personnes âgées. Il faut comprendre que les boomers, même les boomers les plus âgés, sont plutôt bons dans le numérique, sauf que l'utilisation du numérique n'est pas la même. Dans le cas des plus jeunes, ça passe entièrement à travers le téléphone et évidemment, il y a une omniprésence de la chose qui n'est pas encore avérée chez les générations plus âgées. Autrement dit, la fracture auquel on fait souvent référence, elle se dissipe de plus en plus. Il y a un commentaire que je veux mentionner. On dirait que vous louangez les aides comme s'ils allaient changer le monde alors qu'ils ne sont même pas capables de changer une ampoule. On sent que ce n'est pas un jeune qui aurait posé cette question-là. On vieillit quand on a de la difficulté à comprendre les jeunes. Mais je vous ferai remarquer que c'est les X
qui ont inventé les ampoules LED, pas LAIDES, là, mais les LED, qui fait en sorte qu'on a besoin d'échanger beaucoup moins souvent. Comme toutes les générations, il y a du bon puis du mauvais. On ne dit pas qu'une est meilleure que l'autre. On dit juste que le point de vue est différent. Fait qu'il faut être de plus en plus être capable de se placer selon le point de vue des jeunes parce que ça va être le point de vue dominant. Fait que les boomers n'ont pas vécu ça longtemps. Ils ont imposé leur manière d'être. Aujourd'hui, c'est différent. Les jeunes plus âgés veulent ressembler aux jeunes. Fait que donc, il faut juste les comprendre. Ils ne sont pas meilleurs ni pires. Ils sont juste différents. Ensuite de ça, on a pas mal de questions. On va essayer d'en répondre le possible. Quelle est la perception de la génération alpha face aux villageois boomers? Je ne le sais pas. Les alphas sont encore trop jeunes. Nés en 2010, ils ont 10 ans. Fait que donc, ils observent, c'est sûr qu'ils ont une réalité différente. Je parle que l'intelligence artificielle va changer complètement la donne de cette génération-là. Si on pense qu'on a tout inventé, on passe à un stade supérieur avec cette jeune génération. On ne peut pas connaître les conséquences. On sait qu'ils vivent dans un environnement qui est différent, puis que la pandémie est un des facteurs qui va les définir. Au-delà de ça, ils sont encore trop jeunes pour qu'on puisse les interroger. Et puis, il faut pas perdre de vue que les boomers se sont opposés, là, entre guillemets, là, étant en opposition aux X et aux milléniaux. Les boomers ne seront pas en opposition aux Z et aux alpha. Ça devient leurs grands-parents. Ils sont sortis du marché. Le rapport n'est plus du tout le même. Vous dites, Julie Poliquin demande, vous avez évoqué les défis pour les employeurs. Si le fric n'est pas au rendez-vous, on mise sur le fun ou la foi. Non, à mon avis, c'est les trois. Il y avait une publicité il y a quelques années, la Banque de Montréal qui interviewait un jeune. Il était 4 autorités, là, TAC banquier qui interrogeait un jeune. Puis le jeune a demandé la question, combien ça gagne un salaire? Il a dit, ça gagne 60 000. Oui, mais moi, j'aimerais ça avoir 100 000. Ben, vous savez, si pendant 5 ans, vous faites ci, vous allez être capable d'obtenir 100 000. Milléniaux a répondu, je reviens dans 5 ans. Parce qu'ils vont l'avoir, leur salaire. Ils sont exigeants sur le marché, puis si le taux de chômage continue à baisser, forcément, c'est eux qui ont le contrôle. Avant la pandémie, ce n'est pas l'entreprise qui choisit le jeune, c'est l'inverse. Il faut que vous soyez attrayant. Puis pour moi, ce n'est pas un par rapport à l'autre. C'est le fun, la foi et le fric ensemble. On va prendre une dernière question. Vous parlez des différences des régions en termes de diversité. Qu'en est-il en termes d'environnement? Le Québec, c'est plusieurs Québec. Hein? Montréal est une réalité. Le 450 est une autre réalité. Les régions sont une autre réalité. Et Québec-Ville est une réalité. Et souvent, on parle du mystère Québec, mais ça, c'est une définition très montréalaise de la chose, là, parce qu'on a de difficulté à comprendre. Au niveau des valeurs, Québec est la plus française des villes du Québec, alors que Montréal est la plus britannique des villes du Québec. Et forcément, on ne s'entend pas toujours. Si vous permettez, je vais conclure. Jacques, je ne sais pas si tu as un mot à dire avant que je passe. Très rapidement, si tu permets, Jean-Marc, j'aimerais partager ça parce que je suis dans la lecture de ce livre-là, un livre que je trouve fascinant qui vient de sortir d'un économiste du London School of Economics. L'auteur, c'est Charles, comme Charles, Goodhart, comme bon cœur, Goodhart. The Great Demographic Reversal. Si vous avez un livre d'économie à lire, et il se lit très bien, moi, je vous le recommande très fortement. Je voudrais terminer sur une découverte marketing qu'on a faite qui, à mon avis, est fort intéressante. C'est celle-ci. Vous savez, on a demandé aux gens, en termes marketing, là, les gens, comment ils se perçoivent. Vous avez ici le tableau. Ils se perçoivent toujours plus jeunes qu'ils sont à partir de 30 ans. Vous voyez, à partir de 32 ans, quand tu as 32 ans, tu te perçois comme 32 ans. Quand tu as 37, tu te perçois 2,9 années plus jeune. Si, mettons, vous avez 57, tu penses 12,7 ans plus jeune. En réalité, le Québec, dans son ensemble, c'est 7 ans plus jeune qu'on se perçoit. Tout ça pour dire, c'est que les gens se perçoivent plus jeunes qu'ils sont. Et c'est pour ça qu'on a inventé le terme des Zoomers. C'est-à-dire que les boomers, ce qu'ils veulent, c'est avoir un comportement qui est jeune. Parce qu'aujourd'hui, pour la première fois, les générations veulent ressembler à leurs plus jeunes. Comme on a dit au début, comprendre les milléniaux, comprendre les Z ou comprendre les illéniaux, c'est comprendre l'avenir. J'espère que cette présentation-là vous a aidé. Nous, c'est notre plaisir, c'est notre passion de partager ce type d'informations-là. On vous envoie une copie de la présentation, pas du vidéo, parce que ça demeure une présentation qu'on fait à l'interne auprès de nos clients. Par contre, tout le contenu est là et forcément, n'hésitez pas à communiquer avec nous. On peut vous suggérer d'acheter le livre aussi si vous voulez avoir plus de profondeur sur la présentation. Tu es d'accord avec moi, Jacques? Ah oui, achetez-en 2 des fois que vous perdriez le premier.
Ça me fait plaisir. C'est tout un travail. Vous savez, au niveau personnel, ce livre-là, moi, quand j'ai commencé en 1986, Jacques Bouchard est venu me voir pour pouvoir faire la suite des 30 cordes sensibles. Il est parti en France, on s'est perdu de vue, il est revenu un peu plus tard, on a recommencé à travailler sur le livre et Jacques est décédé. Ceux qui connaissent les 30 cordes sensibles, c'est l'autre classique, à mon avis. Et c'est là que je suis allé voir un autre Jacques, Jacques Nantel, avec Pierre Duhamel et mon fils Philippe, pour écrire ce livre-là, parce que c'est un peu le legs. C'est pas une question d'argent, un livre comme ça pour nous autres. C'est un leg qu'on donne à la communauté, parce que ça coûte cher établir ce livre-là, mais c'est tellement plaisant d'être capable d'enfin définir qui on est, qui est, à mon avis, la première étape pour bien comprendre, puis être capable d'évoluer comme société. Fait qu'en espérant que ce qu'on vous a livré aujourd'hui et que le livre vous permette de voir le Québec d'une autre façon. Alors, je vous remercie. Il est 1 heure pile. Ah, donc, on est juste dans le temps. Merci. Toujours un grand plaisir, Jacques, de travailler avec toi. C'est une belle complicité. Au plaisir. Merci. Au revoir et Merci à merci. tous. Au revoir.